Bienvenue sur le plateau de Ça se comprend sans Thomas Hugues, mais l'émission va se poursuivre quand même jusqu'à 17h, un thème et un seul que l'on décortique pendant près d'une demi-heure. L'objectif, c'est de prendre le temps de démêler le vrai du faux, de rappeler les chiffres et les informations essentielles pour vous aider à mieux comprendre l'actualité. Aujourd'hui, cette loi alimentation et la hausse des prix qui en découle sur certains produits de grande consommation à partir de ce vendredi, des tickets de caisse qui vont peut-être flamber. Pour en débattre, ce soir, j'accueille sur ce plateau Christiane Lambert. Bonsoir. Madame, vous êtes présidente de la FNSEA. Ces hausses de prix, c'est en théorie pour augmenter le revenu des agriculteurs et des producteurs. On en parle. À vos côtés, Jean-Baptiste Moreau. Cédric Chéreau, cofondateur d'Untie Nuts, une start-up qui propose des solutions pour les programmes de fidélité des grandes enseignes, peut-être des moyens justement de faire des économies. Jean-Baptiste Moreau, bonsoir. Vous êtes ici à ma gauche, député La République En Marche de la Creuse, rapporteur de cette loi agriculture et alimentation. C'est ce texte qui provoque ces hausses de prix, vous nous en parlerez. Et puis Philippe Erlin, à vos côtés, économiste. Bonsoir, docteur en économie, auteur du pouvoir d'achat, le grand mensonge, le pouvoir d'achat qui est censé augmenter de façon significative. C'est en tous les cas ce que répètent les membres du gouvernement à longueur d'intervention. Et c'est notamment ces fameuses mesures énoncées le 10 décembre dernier par le chef de l'État, un paquet de plus de 10 milliards d'euros en faveur du pouvoir d'achat. Et donc, cette annonce révélée aujourd'hui par le quotidien Aujourd'hui en France, qui a fait une liste de 24 produits référencés par une enseigne de la grande distribution, des produits qui vont augmenter à partir de ce vendredi. On va peut-être en voir quelques-uns. Il y a par exemple le fameux pot de Nutella que les enfants connaissent. C'est l'heure du goûter, qui va passer de 4,05 € à 4,39 €, plus de 8% d'augmentation. Encore bouteille de Coca-Cola qui sera augmentée de 5% à 1,46 €. Et puis les pâtes, les alcools, le café. Peut-être tout d'abord une question, Jean-Baptiste Moreau. Pourquoi ces produits en particulier vont-ils augmenter ? C'était prévu dans la loi ? Alors, il est nulle part prévu dans la loi que les prix augmentent de 10%. Il faut que les choses soient claires. Et c'est un distributeur qui prend cet exemple-là, sachant que la plupart des distributeurs n'étaient pas opposés à ce rehaussement du seuil de vente à perte. Alors, pour expliquer facilement ce qui se passe, le système de la grande distribution repose sur un certain nombre de produits d'appel qui servent à attirer les consommateurs dans leurs magasins. Les produits d'appel, c'est-à-dire c'est la pâte à tartiner, Nutella, les sodas et autres. On va éviter de citer des marques vis-à-vis du CSA, mais voilà, c'est tous ces produits-là sur lesquels la grande distribution ne prend que très peu de marge. Alors elle ne prend pas zéro, parce que ce qu'on oblige, c'est qu'elle prenne 10% minimum, ce qui couvre tout juste les frais de mise en rayon. Enfin, il faut savoir qu'aujourd'hui, effectivement, sur ces produits, elle prend 1 ou 2%. Mais pour rattraper sa marge moyenne, parce que les grands distributeurs ne sont pas des philanthropes, ils sont là pour gagner de l'argent et c'est normal, ils vont prendre de 30 à 50% sur les produits agricoles de première transformation, sur les fruits et légumes, sur la viande, sur un certain nombre de produits. Et ces produits d'appel, là, Nutella et autres, sont produits par des grands groupes. Donc là-dessus, il y a un équilibre des forces, on va dire, avec le distributeur. Donc ils gagnent très peu de marge et l'un et l'autre. Et puis, de l'autre côté, ils vont écraser des PME, les distributeurs, des PME, des TPE et des agriculteurs et des producteurs pour leur faire baisser leurs prix. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des producteurs, voire tous les producteurs, vendent en dessous de leur coût de revient. Donc voilà, cette hausse du SRP, c'est bien fait pour alléger la pression du seuil de revente à perte, excusez-moi. Voilà. C'est bien fait pour alléger la pression qui est mise par la distribution, qui est Shadok, parce qu'aujourd'hui, la grande distribution, elle met une telle pression sur les PME, sur les TPE, que ça détruit de l'emploi, ça détruit des exploitations agricoles. Et pour proposer à des consommateurs des produits le moins cher possible, elle détruit l'emploi de ces mêmes consommateurs. Donc il faut mettre un stop à ce système-là, parce que ce système, il arrive à son terme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les enseignes de grande distribution sont remontées comme des pendules contre Amazon notamment, qui arrive à proposer des produits toujours moins chers, puisqu'elle n'a pas de frais logistiques, elle n'a pas de frais de magasin. Et si le système économique de la grande distribution continue à reposer uniquement sur la guerre au prix bas, la grande distribution va à sa perte. Philippe Erlin, ces produits, ce sont des produits de consommation courante ou ce sont des produits qui sont chers parce que ce sont des marques bien connues des Français? Mais souvent on dit que quand c'est une marque, c'est plus cher. Donc les Français savent faire des choix quand ils font des courses pour limiter l'impact au moment du passage à la caisse. Comme ce sont des marques connues,
encore une fois, on ne va pas citer de nom, mais quand ce sont des marques connues, c'est elles qui ont le pouvoir de négociation. En fait, une chaîne de distribution, un supermarché ne peut pas ne pas vendre ces produits-là qu'on vient de citer tout à l'heure. Et donc, le pouvoir de négociation, il est du côté de la marque. Voilà. Maintenant, ceci dit, pour parler de la loi elle-même, moi, je suis assez effaré par cette loi parce que, en fait, ça revient à une condition qui est très dirigiste de l'économie. On a l'impression de revenir à l'époque du contrôle des prix, où c'est l'État qui... On va rappeler aux téléspectateurs le changement de cette loi dite alimentation, avec ce seuil de revente à perte qui est augmenté de 10% à compter de ce vendredi. C'est une expérimentation pour 2 ans. Je me tourne vers vous, monsieur le député. C'est une expérimentation de 2 ans et il y aura un rapport d'évaluation qui doit être remis avant le 1er octobre 2020. Oui, d'accord, mais je pense que ce n'est pas cette façon-là dont on aurait dû s'y prendre. Parce que là, on fait un peu du bonneteau. L'État dit sur tel produit, vous allez diminuer vos marges pour aider les agriculteurs. Et puis sur tel autre produit, vous allez vous récupérer. Et c'est nous, l'État, qui imposons qu'il y aura 10% de marge. Alors pourquoi pas 10, c'est pas 15 ou pas 5. Enfin voilà, on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est quand même assez incroyable parce qu'on a l'impression de revenir au contrôle des prix à une vision très dirigiste de l'économie et qui ne correspond pas à ce qui doit être fait. On doit promouvoir la concurrence plutôt que des systèmes comme ça. Et c'est un peu contradictoire avec la loi Pacte, parce que la loi Pacte, elle a de bons éléments, elle va dans le sens de libéralisation, et cette loi, elle me semble complètement archaïque. Enfin. Alors, ce que vous dites, Philippe Herrlin, fait réagir Christiane Lambert. Vous êtes donc la patronne, la dirigeante de la FNSEA, ce syndicat donc des agriculteurs. C'est notamment pour les agriculteurs, pour le pouvoir d'achat des agriculteurs, que cette loi a été adoptée. Ça fait 40 ans que la concurrence la plus féroce règne. Où en sommes-nous aujourd'hui ? 30% des agriculteurs n'ont pas de revenus. Donc moi j'entends le lyrisme du dirigisme que vous évoquez. Cette loi elle a été aussi faite pour sauver l'agriculture française. Nous sommes dans un pays où l'alimentation est plébiscitée et reconnue. Nous avons une haute qualité sanitaire, environnementale. Ça a un prix. On peut trouver tous les produits alimentaires moins chers qu'en France. Vous allez en Argentine, vous allez en Pologne, vous allez au Chili, vous allez même dans les pays du Sud, vous trouverez moins cher. Mais vous allez assécher l'agriculture française. C'est ce qui se passe depuis de nombreuses années. L'Observatoire des prix et des marges a chiffré à 1 milliard d'euros par an la destruction de valeur. Pour avoir des prix... Qu'est-ce que ça veut dire, la destruction de valeur ? Eh bien, c'est que la dépense alimentaire globale des consommateurs français a baissé d'1 milliard par an depuis 3 ans. Constaté par l'Observatoire des prix et des marges. Toujours plus bas. Les consommateurs s'en rendent à peine compte, mais les industriels ont moins de rentrées et les agriculteurs en bout de chaîne, lorsque tout a été négocié, vendent en dessous de leur coût de production. Donc est-ce qu'on veut être dans un pays où les agriculteurs, plébiscités pour la bonne alimentation, font faillite les uns après les autres ? Je rappelle que nous sommes le secteur qui encaisse le plus de faillites en ce moment, plus que tout autre secteur. Vous avez dit, oui, 30% des agriculteurs n'ont pas de revenus. Je voulais vous soumettre un autre chiffre. Madame Lambert, dites-moi s'il est exact. En 2016, 4 exploitants agricoles sur 10 gagnaient moins de 360 € par mois. C'est selon la mutualité sociale agricole. Oui, et encore l'année dernière, 28% d'entre eux sont au niveau du seuil de pauvreté. Donc quand il y a ces chiffres-là et qu'on défend les agriculteurs, on ne peut pas laisser dire tout va très bien, Madame la Marquise, il faut plus de concurrence. Non, il y a d'autres façons. Pas du tout. Non, mais... Alors moi, ce que je veux dire surtout, c'est que dans notre pays, depuis 40 ans, c'est le pouvoir d'achat des consommateurs au détriment du pouvoir d'achat des producteurs, avec entre nous des distributeurs qui n'ont comme autre credo que des prix bas, je suis le moins cher, venez chez moi. Et ça, c'est pas supportable. Par contre, là où il y a un grand mensonge par rapport aux éléments du moment, et même... J'ai la pub de Leclerc qui a dit il y a quelque temps on va baisser les prix sur 4600 produits et aujourd'hui on ne nous parle que des hausses. Donc la grande esbrouffe, on la connaît, on est habitué. Il faut être sérieux. Certains produits vont augmenter, oui, d'autres produits vont baisser. Pourquoi ne publie-t-il pas aussi les prix des produits qui vont baisser ? C'est ça qu'il faut dire. Il y aura un équilibre de marge, mais ils ne sont pas obligés de marger autant qu'ils ont margé jusque-là. Ils ont quand même fait des sacrées fortunes les uns les autres. Aujourd'hui, ils sont sous le coup d'une amazonisation qui les inquiète. OK, mais moi, je défends des agriculteurs, des filières et une ruralité qui est en train de s'effilocher parce que les agriculteurs ne tiennent plus. Et sans agriculture, il n'y aura pas de ruralité. Donc, c'est aussi un projet politique que nous portons. Ce n'est pas que de l'économie pure. Alors, je voudrais passer la parole à Cédric Chéreau. Donc, vous êtes donc le cofondateur d'une start-up qui aide les grandes enseignes à organiser des programmes de fidélité. C'est quoi l'idée ? C'est de contourner peut-être la loi. On ne peut plus faire de promotion librement, mais il y a d'autres biais via des cartes de fidélité. Expliquez-nous. Alors,
l'idée, c'est pas de contourner la loi. Loin de là, c'est plutôt de proposer des alternatives à la promotion un peu old school qu'on peut observer chez les grands distributeurs à travers les catalogues, la pub à la télé, la pub à la radio. On se souvient qu'il y a un an, une grande enseigne avait notamment fait un coup avec une promotion XXL. On parlait de pâte à tartiner tout à l'heure, avec quasiment des émeutes dans les magasins. Ça, ce n'est plus possible. Alors ça sera plus possible avec l'autre volet de la loi alimentation qui va limiter le montant des remises. On ne va pas pouvoir dépenser. Et alors, quelle solution proposez-vous aux grandes enseignes et aux consommateurs, aux clients ? Alors nous, on propose une solution d'intelligence artificielle, qui est un mot à la mode, mais qui est une réalité chez nous, qui va permettre de comprendre très finement ce que les clients attendent, ce que les clients apprécient, et de pouvoir derrière leur offrir un dispositif de fidélisation à travers la promotion, en leur proposant des offres sur les produits qu'ils aiment réellement. Et donc, du coup, proposer aux distributeurs et aux industriels, aux marques, une solution qui leur permette de cibler beaucoup plus intelligemment les investissements promotionnels qu'ils font derrière. Pour prendre une image, plutôt que d'arroser de façon très très large avec des moins 40, des moins 50% à tout le monde qui va se rendre dans un magasin pendant une semaine, on va concentrer ces offres-là avec une remise peut-être un peu moins disante pour rester dans le cadre de la loi et ne pas dépasser les 34% de remise, mais sur des offres qui intéressent véritablement les consommateurs. Pour que quand on n'a plus d'enfants de moins de 10 ans, on ne reçoive plus d'offres sur les couches, et quand on n'a pas d'enfants du tout, qu'on ne reçoive pas d'offres sur les jouets, par exemple, qui nous concernent beaucoup moins. L'idée est véritablement d'offrir ces solutions extrêmement personnalisées et qui sont calibrées client par client pour être sûr d'optimiser les investissements promotionnels. Et je voulais juste rajouter une chose parce que j'entends parfaitement ce qui a été rajouté ici. Moi, je travaille dans la grande distribution depuis presque 20 ans maintenant. Je ne suis pas sûr que les distributeurs voient d'un très mauvais œil que le gouvernement siffle la fin de la récré sur ces promotions qui sont excessives. Ça va mettre un peu des barrières dans leur marge de manœuvre, ça c'est indéniable. Mais je pense il n'y en avait pas du tout, c'est ça que vous dites, il n'y avait pas de garde-fou on n'avait pas vraiment de garde-fou, et là d'un coup on leur dit sur les promotions notamment, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Le moins 70% sur la pâte à tartiner, c'était un bon buzz, bon coup de com'. D'un point de vue économique, je suis beaucoup moins sûr que ça soit rentable ni pour la marque ni pour l'enseigne. Ça fait un bon coup de com'. Là, on va forcer toutes les enseignes. On imagine qu'un moins 70% sur un produit quel qu'il soit, dans le cadre d'une promotion, c'est forcément pas rentable pour le distributeur. J'ai la réponse. Sur quoi ont-ils pris la marge? Ils ont sur fait d'autres 0% produits. sur la pâte à tartiner, ils ont pris 42% sur les pommes Royal Gala. Donc quand on prend sur les pommes, on s'adresse à un fournisseur qui est moins costaud que Ferrero, donc on peut le pressuriser au maximum. Ils ne sont pas philanthropes, il faut qu'ils gagnent leur vie. Donc s'ils font 10 sur la pâte à tartiner, 5 ou 10, ils peuvent pressuriser moins sur le prix. Donc ailleurs. équilibre Cédric, de masse de marge. c'est terminé, Cédric Chéreau. Non, c'est juste que dans le passé, on l'a vu, les distributeurs ont essayé de réduire la voilure sur ces programmes promotionnels. Il y en a qui ont essayé de réduire le nombre de pages dans leur catalogue. Leclerc l'a fait, Carrefour l'a fait, ils l'ont tous fait à tour de rôle. À chaque fois qu'ils l'ont fait, ils ont perdu des parts de marché. Donc ils restent sur cette volonté il faut maintenir une pression promotionnelle. Là, d'un coup, on va tous les obliger en même temps à baisser la voilure. Donc, on va les forcer à trouver des alternatives à ces programmes-là, dans lesquels ils n'étaient pas forcément confortables. Je pense qu'au bout d'un moment, ils se trouvent dans une situation un peu le dilemme du prisonnier. Tout le monde le fait, mais le premier qui arrête, il est perdant. Donc personne n'arrête. Donc vous dites peut-être une solution qui soulage la grande distribution. On sent toutefois le malaise, je vais vous faire réagir, Jean-Baptiste Moreau, concernant le télescopage du calendrier, des annonces en faveur du pouvoir d'achat pour les gilets jaunes, et puis ces hausses de prix, même si elles sont peut-être ciblées, limitées sur certains produits. Écoutez, comment s'en sort ou tente de s'en sortir le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, interpellé sur ce sujet de ces hausses de prix à partir de vendredi. Écoutez-le, c'était à l'issue du Conseil des ministres. D'abord, la loi alimentation ne prévoit en aucun cas une hausse des prix automatique de 10% pour les produits alimentaires. L'objectif de la loi, c'est de mieux rémunérer les agriculteurs. Aujourd'hui, les distributeurs réalisent des faibles marges sur des produits d'appel, et pour compenser ces faibles marges sur les produits d'appel, ils réalisent des marges plus élevées sur les produits agricoles. Et quand ils réalisent des marges plus élevées sur les produits agricoles, évidemment, ceux qui en pâtissent, ce sont nos exploitants et nos petits producteurs. C'est indispensable d'abord pour notre agriculture, pour, au fond, la reconnaissance que la nation doit à ceux qui nous nourrissent.
Voilà, donc c'est ce que vous expliquez J'avais pas vu ce que effectivement, Benjamin Griveaux Jean-Baptiste avait dit. Moreau, mais sur ce télescopage du calendrier, quand vous avez voté la loi alimentation, bien entendu, on ne savait pas forcément eh bien, que ce mouvement des Gilets jaunes allait prendre cette forme, cette force. Ça vous inquiète tout de même ? Non, ça ne m'inquiète pas dans la mesure où il faut expliquer les choses. On estime à peu près que l'impact ça va être de 1,4 à 1,7%. C'était l'étude d'impact qui a été faite avant la loi. Sur les prix. Voilà, sur les prix, globalement, c'est dans cet ordre-là. Et quand monsieur à côté parlait d'économie dirigiste... Philippe Erlin. Il ne faut pas... Oui. Monsieur Philippe Erlin, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Il faut pas connaître le monde de la distribution pour dire ça, puisque le monde de la grande distribution aujourd'hui, c'est un oligopole. On a 4 centrales d'achat, en tout et pour tout, qui dirigent l'ensemble des achats sur le territoire français, voire européen, et qui aujourd'hui font la pluie et le beau temps, voire... même si ça n'a jamais été réellement prouvé jusqu'au bout, arrive à s'équilibrer, parce que c'est un rapport de force, c'est un jeu de l'une avec l'autre. Donc effectivement, comme disait monsieur, s'il y en a une qui commence une action, l'autre embraye. Et du coup, les producteurs se trouvent pris en étau. Et cette crise des Gilets jaunes, elle est aussi née, elle est très présente dans le milieu rural. Moi, je suis député de la Creuse, je suis agriculteur, j'étais président de coopérative, président d'un abattoir, je connais bien ces problématiques-là. Elle est née aussi d'un sentiment de déclassement dans ce milieu rural, où un grand nombre d'emplois ont été supprimés liés à cette guerre des prix, avec des entreprises agroalimentaires qui ont disparu, des abattoirs qui ont mis la clé sous la porte, des agriculteurs qui ont arrêté leur activité. Elle est née aussi de ça. Et les premières victimes de cette guerre des prix, et du prix toujours plus bas, c'est les consommateurs, parce que c'est leur travail qui est détruit à chaque fois par cette guerre des prix. Philippe Erlin. Mais il aurait fallu s'y prendre autrement. Je connais bien le secteur de la distribution. C'est vrai que, comme vous l'avez rappelé, d'un côté, il y a 4 centrales d'achat pour toute la France. Et en face, il y a des milliers de producteurs, de coopératives, de producteurs. Donc, évidemment, le rapport de force, il est complètement du côté des centrales d'achat, parce qu'une centrale d'achat peut tout à fait décider de rayer de sa liste De déréférencer un produit des rayons. C'est un produit et sait qu'elle pourra le trouver ailleurs, alors qu'à l'inverse, une coopérative, si elle se prive d'une chaîne de distribution, ça fait chuter ses ventes et ça devient très problématique pour elle. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on aura dû permettre à ces acteurs, à ces producteurs, à ces coopératives de se regrouper pour pouvoir faire 3 ou 4 ou 5 ou une demi-douzaine d'offreurs pour contrebalancer les centrales d'achat de façon à ce qu'il y ait un vrai équilibre. Le problème, c'est que ça, aujourd'hui, c'est impossible parce que c'est considéré comme une entente. Et les ententes sont interdites par le droit de la concurrence. Donc moi, je dis qu'on a un droit de la concurrence qui n'est pas adapté à l'économie moderne, notamment au fait que parfois, il y a des acteurs très concentrés. Dans le domaine Internet, c'est pareil. Et on a un droit à la concurrence qui est trop bureaucratique, voilà, et qui empêche des producteurs disséminés sur tout le territoire de pouvoir se rassembler pour discuter les prix ensemble face à des acteurs qui sont très puissants. Donc je dis qu'on aura dû modifier le droit de la concurrence pour permettre des regroupements de façon à ce que les producteurs agricoles aient une vraie force de négociation face à ces 4 grosses centrales d'achat. Christiane Lambert, alors les producteurs, les agriculteurs, pas suffisamment organisés ou... Depuis le 11 octobre 2017, il y a eu une modification du droit de la concurrence au niveau européen. Ça a été voté par le Parlement, donc il faut que vous revoyiez ça. Et il est possible de s'organiser plus. Malgré tout, 400 000 agriculteurs, 400 000 avec une très grande diversité entre les Hautes-Alpes et le Finistère, l'Alsace et le Massif central. C'est pas du tout la même agriculture. On ne peut pas se regrouper pour peser face à 400 000 agriculteurs, 15 000 industries agroalimentaires, 4 distributeurs. L'entonnoir est redoutable. Ils les attendent au coin du bois. Donc oui, c'est vrai que nous avons des moyens pour nous organiser plus aujourd'hui, mais malgré tout, la puissance de feu de ces 4-là est redoutable. Et puis, je vois aussi, et puis je ne sais pas si vous le conseillez, mais quand je vois le communiqué de presse de l'enseigne Carrefour aujourd'hui qui dit « J'ai trouvé la solution, je vais vous faire 10% de remise sur votre carte, sur tel et tel produit, très ciblé pour les bébés, les familles, les jouets, etc. » Oui, c'est vrai qu'ils ont et des services juridiques et des conseils très intelligents pour les orienter vers un contournement. Mais la France est un pays où l'agriculture... Vous dites pour les orienter vers un contournement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ces promotions ciblées, ils peuvent... quoi? Oui, évidemment que ce qu'ils ne pourront plus faire en promotion, avant c'était un acheté, un gratuit. C'est interdit, c'est aujourd'hui plafonné à 34%. Donc 2 achetés, 1 gratuit, oui c'est possible. Mais s'il y a 10% sur la carte fidélité,
c'est une façon de contourner. C'est-à-dire vous cumulez des points qui vous donnent un avantage financier. Donc moi je souhaite que Donc au final, on revient vers une promotion... Exactement, on contourne. Donc je souhaite que l'autorité de la concurrence, mais surtout la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, expertise ce qui est inventé pour déjà contourner. Mais plus globalement, l'agriculture française a énormément innové et il est aujourd'hui demandé aux agriculteurs de monter en gamme, de faire du bio, de faire du segmenté. Et en même temps, on voudrait tirer toujours les prix vers le bas. C'est inconséquent. Aujourd'hui, les Français disent, nous on veut soutenir les agriculteurs, on est prêt à payer un petit peu plus cher, 53% d'entre eux source Kantar, si on est sûr que ça va aux producteurs. Et puis quand j'entends parler des gilets jaunes et du pouvoir d'achat, est-ce qu'on peut aussi parler du pouvoir d'achat des agriculteurs qui sont en train de... On en a parlé en début d'émission. Oui, mais il faut le dire concomitamment. C'est pas l'un contre l'autre. Il faut que les consommateurs ne se sentent pas écrasés. Donc il faut que les distributeurs jouent le jeu de peut-être s'enrichir un peu moins quand même, je crois qu'il faut le dire, et que les producteurs gagnent leur vie. On ne peut pas tenir le territoire avec l'agriculture s'il y a autant de faillites. Et les faillites en cascade dans les abattoirs, dans tous les outils de transformation, etc., sont destructeurs pour la ruralité. Donc pensons quand même à quelle agriculture on veut, quelle France on veut et quelle alimentation demain. On importera tout demain. Cédric Chiraud, je voudrais juste entendre votre réponse sur la façon justement de contourner, peut-être d'offrir toujours un peu plus de promotion, malgré ce que dit la loi, et peut-être face à l'absence aussi d'un gendarme fort et puissant pour contrôler tout ça. Les gendarmes, ils existent quand même. La DGCCRF joue son rôle et c'est très bien. Je ne vois pas du tout ça comme un contournement. Bien évidemment, ce ne sont pas des enfants de cœur et l'idée est de gagner une guerre commerciale face à leurs concurrents. Ce que je vois, c'est une opportunité pour tout le monde, pour les marques, les industriels et pour les distributeurs aussi, de jouer ces avantages qu'ils distribuent à leurs consommateurs de façon très différente. L'idée derrière est de pouvoir fidéliser mieux leurs clients et d'offrir des dispositifs, des solutions, des offres promotionnelles qu'ils ne pouvaient pas faire avant parce qu'elles étaient quelque part écrasées par ces énormes blockbusters qu'il fallait mettre en avant. On a cité une marque de café, une marque de pâte à tartiner, une marque de lessive. Ce sont des gros blockbusters qu'on met systématiquement en avant et moi, je défends beaucoup cette solution-là, de mettre en avant des offres qui soient plus personnalisées et plus ciblées. Pourquoi ça ? Parce que du coup, ça va nous permettre de proposer aux clients qui sont réellement intéressés par certaines marques, certaines offres, de mieux manger. D'aller s'orienter vers des produits plus sains. Ce dispositif dont je parlais tout à l'heure, qu'on a mis en place chez des distributeurs français et européens, permet d'offrir des challenges fidélisants aux consommateurs sur les marques qu'ils aiment vraiment. Et ce qu'on a observé, ce qu'on n'attendait pas nécessairement au départ, c'est que ces challenges fidélisants sur des marques ont été particulièrement demandés, particulièrement relevés par les consommateurs dès qu'il s'agissait de marques premium. Les marques bio, tout ça, je ne vais pas citer d'autres marques, mais ont été particulièrement appréciées, particulièrement choisies par les consommateurs. Et c'est bien que ces nouveaux dispositifs promotionnels, ces nouveaux dispositifs de fidélité dans la distribution offre cette possibilité-là de jouer les choses totalement différemment. Je voulais vous faire réagir aussi sur un chiffre, le moral des ménages, parce qu'au bout du compte, eh bien, ce sont ces Français-là qui seront dans les prochains jours, les prochaines heures, dans les rayons de ces grandes enseignes, de ces grandes surfaces. Le moral des ménages qui, en janvier, est en hausse légère, plus 5 points. Jean-Baptiste Moreau, c'est de nature justement peut-être à vous rassurer sur cette consommation qui ne va peut-être pas s'effondrer. Il y a eu les annonces en faveur du pouvoir d'achat aussi. Vous êtes optimiste aujourd'hui ? Oui, je suis optimiste, et mais l'optimisme ne vient pas naturellement. Il faut travailler pour arriver à cette situation-là. Et le pouvoir d'achat va augmenter, effectivement, par les annonces sur la prime d'activité et autres. Mais ce qu'il faudrait bien faire comprendre, c'est sortir justement du consommateur. Et le consommateur est parfaitement responsable et comprend les choses. Il faut sortir. La grande distribution a persuadé le consommateur que nourrir, ça ne coûtait rien. Aujourd'hui, on est passé, dans la part des ménages, dans le budget des ménages, on est passé d'une alimentation qui avait une part autour de 30% à moins de 10% de la part de chaque ménage qui est consacrée à l'alimentation. Eh bien, il faut dire stop. Il faut dire que le consommateur, il a des exigences, et c'est normal, d'une alimentation plus saine, plus durable. L'agriculture française est la plus saine et la plus durable d'Europe aujourd'hui, voire du monde. Et il veut ça, mais il faut lui expliquer que ça a un coût. Ça ne coûte pas rien de se nourrir sainement et de se nourrir bien. Ça ne coûte pas rien. Il y a effectivement, comme le disait Christiane Lambert tout à l'heure, un tas d'autres pays qui produisent beaucoup moins cher que nous, mais avec des normes sanitaires qui sont beaucoup plus basses que nous. Donc il faut que le consommateur comprenne que l'alimentation, bien se nourrir, ça a un coût. Je ne dis pas qu'il faut que ça ait un coût
démesuré. Mais aujourd'hui, je pense que moins de 10% de l'alimentation moins de 10% du budget des ménages qui va sur l'alimentation, honnêtement, on ne peut plus descendre en dessous. Il faut l'expliquer clairement et simplement. Philippe Herlin, sur cette façon de calculer le pouvoir d'achat, les indices des prix, est-ce qu'effectivement, on n'est pas un peu faussé dans ce débat ? Oui, ça peut être faussé parce que certes, le gouvernement a prévu une augmentation de la prime d'activité pour le SMIC, donc ça va augmenter un peu le pouvoir d'achat. C'est important, il n'y a pas que ça, il y a la revalorisation de la prime d'activité, les heures supplémentaires défiscalisées et désocialisées, la remise donc, de la CSG. On a un peu un moment clé là, parce qu'il y a ces offres-là, ces hausses de salaire, il y a en même temps le prélèvement à la source qui va un peu déstabiliser les gens le temps qui s'adaptent à ça, et dans le même temps, il y a quand même des hausses des prix. Et là encore, moi, je reviens là-dessus. Je considère que c'est pas en ayant une vision dirigiste qu'on peut sauver les agriculteurs. Autrement, on est déjà un secteur qui est extrêmement subventionné et aidé avec la PAC. C'est vraiment cette logique-là qui génère des dysfonctionnements. Et quand on regarde à long terme, ce qui permet les gains de pouvoir d'achat pour les Français, c'est le progrès technique et c'est la concurrence, voilà. Et cette loi alimentation ne me semble pas du tout aller dans ce sens-là, voilà. Mais comme Christiane Lambert, je vous entendais réagir. Mais comme j'explique, il faut faire en sorte que les producteurs, les agriculteurs puissent se regrouper pour négocier les prix en situation de France par rapport aux centrales d'achat. Et aujourd'hui, la réglementation ne le permet pas suffisamment. Il n'y a peut-être pas suffisamment de volonté de la part des agriculteurs de le faire, mais je crois que c'est dans cette voie-là qu'il faut aller et il faut que la législation puisse le permettre aussi et qu'on ne considère pas ça comme une entente et donc comme une entrave à la concurrence. Christiane Lambert, allez-y. De quoi parlons-nous ? Quel est le montant ? Quand on parle de pouvoir d'achat, il faut parler de chiffres. L'évaluation qui a été faite par le ministère de l'Agriculture au moment de la loi alimentation, c'est 3,21 € par ménage et par mois. 3,21 € par ménage et par mois. Est-ce que pour 3,21 € par ménage et par mois... Donc le surcoût, c'est ça, voilà, lié à ce nouveau texte. Au nouveau texte. Est-ce que pour ce prix-là, on veut sauver ou pas l'agriculture française et tout ce qu'elle génère? La France est belle et cultivée partout parce qu'il y a des agriculteurs partout, en plaine, en montagne, qui est la PAC ou qu'il n'en est pas. Moi, je suis producteur de porc, je n'ai pas d'aide PAC, monsieur. Donc le discours dire vous avez des aides PAC, tout le monde n'en a pas. Et la concurrence... à l'extrême pour une activité qui est ancrée au territoire, qui n'est pas délocalisable et qui a beaucoup de contraintes environnementales, sanitaires, que n'ont pas d'autres. Ça ne marche pas. Donc revenons quand même au pouvoir d'achat aussi d'une catégorie socio-professionnelle qui est quand même en panne en ce moment et qui n'a pas le moral. Ce sont les agriculteurs parce qu'ils sont en panne de revenus. Et puis, ça génère aussi des emplois dans le milieu agricole. Les industries agroalimentaires, aujourd'hui, sont sur des niveaux de rentabilité à 0,1, 0,2, 0,3%. Qui est très pas faible durable, ils ne peuvent pas investir, ils ne peuvent pas innover. Donc, on détruit de la valeur dans notre pays sur l'alimentation. C'est ça qui est malsain. Jean-Baptiste, un mot. Oui, un mot. Ce qu'il faut se dire, c'est que la politique agricole commune, au départ, elle a été mise en place justement pour mettre à disposition de la population une alimentation à un prix raisonnable. Sauf qu'aujourd'hui, le prix est tellement devenu déraisonnable vers le bas qu'elle ne suffit plus à compenser le différentiel entre le prix de vente du producteur et son coût de production, de par le biais de cette guerre des prix incessante avec ces 4 centrales d'achat qui sont présentes. Donc aujourd'hui, l'agriculture française est menacée de disparition, clairement, par ce système fou, parce qu'ailleurs en Europe, la grande distribution ne se comporte pas comme elle se comporte en France. Et ça peut être un débat d'ailleurs en ce moment dans les échanges organisés dans le cadre de cette consultation avec peut-être des ajustements avant ce qui est prévu dans le cadre de la loi. Dans le cadre du grand débat, il va y avoir ce sujet qui va revenir, parce que dans le milieu rural, l'agriculture, elle fait partie intégrante du milieu rural, et il y a un grand nombre d'agriculteurs qui vont y participer. Et je suis sûr que voilà, ils vont expliquer. Et je pense qu'il serait bon que certains viennent faire des stages pour comprendre comment fonctionne réellement l'agriculture, et ils verraient que c'est pas si simple qu'il n'y a qu'à Faucon se regrouper. C'est pas si facile que ça. Merci beaucoup Jean-Baptiste Moreau d'être venu sur ce plateau, Philippe Herlin aussi. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage si je le retrouve, mais vous allez peut-être le citer. Voilà, pouvoir d'achat, le grand mensonge. Merci beaucoup Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, d'être venue sur ce plateau, et Cédric Chéreau, cofondateur de Yun Thai Nuts.
J'ai bien prononcé. Voilà, Untie Nuts, pardon, à l'anglaise. Choisir un nom comme ça. Ah, c'est un nom anglophone. Voilà, pour permettre de parler très largement, j'imagine, dans ce secteur mondialisé. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On termine cette émission avec ce qu'il faut retenir, avec le chiffre 11,4 milliards d'euros. On en parlait donc du coup dans ce débat. C'est le total de la somme injectée par les pouvoirs publics dans le cadre des annonces sur le pouvoir d'achat des Français en 2019. On a parlé donc de cette réforme, la loi alimentation, vous savez, issue des États généraux de l'alimentation de l'été 2017. Cette loi, elle a été définitivement adoptée à la fin de l'année dernière. Elle comprend 7 mesures, donc ce fameux seuil de revente à perte à plus 10% qui provoque donc cette hausse de prix sur certains produits, on en parlait. Et puis la surprise également, ces paysans qui créent de la richesse mais qui n'en profitent pas assez. Christiane Lambert nous le disait, en 2016, 4 exploitants agricoles sur 10 gagnaient moins de 360 € par mois. C'est des chiffres qui nous viennent de la mutualité sociale agricole. Et puis, ce que nous avons appris aussi pendant cette émission, deux chiffres pour donc terminer. 28% des agriculteurs en dessous du seuil de pauvreté, une profession qui vit très difficilement. Et puis, la dépense en alimentation globale, qui est en baisse, 1 milliard d'euros par an depuis 3 ans. Christiane Lambert nous le disait aussi. J'accueille sur ce plateau Thomas Goussard, bonsoir. Bonsoir Damien. Puisque c'est l'heure de votre chronique des... Infox. Voilà, Infox. Vous allez... Il y a un petit jingle peut-être. Si vous voulez. Allez, jingle. Voilà, et l'Infox aujourd'hui, Thomas, c'est une provocation pour faire le buzz qui se transforme en Infox. Exactement. Vous ne tomberez pas dans le panneau, mais... C'est parti d'un panneau. C'est le patron d'un Leclerc à Lanester, dans le Morbihan, c'est juste à côté de Lorient. Le 18 janvier, il a mis un panneau à l'entrée du magasin pour expliquer à ses clients qu'il allait être obligé d'augmenter certains prix. Alors il a bien choisi ses mots, il a bien choisi son exemple. Une bouteille de Ricard, et il a bien choisi sa chute, tout en bas du panneau. Il y avait marqué « Pourquoi la presse reste-t-elle silencieuse ?» Alors ça interpelle évidemment ses clients. Une dame s'empresse de prendre une photo, la met sur Facebook, dans un groupe de gilets jaunes de Lorient. Forcément, avec des retentissements. Alors très très vite, 8500 partages, ça va très vite. C'est compliqué d'avoir un chiffre exact, mais je pense que c'est entre 100 000 et 200 000 personnes qui ont vu ce panneau, surtout dans la région, sa photo du panneau autour de Lorient. Évidemment, le message est interprété. L'Infox, elle lit en fait dans les commentaires des gens qui vont prendre ce message et le raccourcir en choisissant les mots principaux. Et en le déformant. Sans le déformer, juste en prenant quelques mots. Macron augmente le prix du Ricard de 10%, et c'est parti, ça fait le buzz. Les médias ont corrigé dans beaucoup d'articles pour dire non, c'est pas comme ça exactement que ça se passe, mais le mal était déjà fait, le buzz a continué, l'Infox aussi. Alors le buzz, il est réussi. Mais ce n'était pas un coup d'essai, parce que le patron de ce Leclerc, il s'appelle Pierre Olivier. En 2016, déjà, il a fait parler de son magasin avec un petit coup de buzz. Il avait personnalisé les tickets de caisse avec un petit message en haut. Il interpellait le président de la région Bretagne, déjà sur le problème des produits. Jean-Yves Le Drian. Quelle solution pour l'avenir de nos agriculteurs ? Alors, faire le buzz, ça l'amuse, il l'a affirmé à nos confrères de Ouest France. En revanche, Michel-Édouard Leclerc, le grand patron des magasins Leclerc, je ne sais pas si lui ça l'amuse, mais il s'est prêté au jeu, en tout cas sur Twitter, dans un échange de tweets un petit peu vif, avec notamment 2 députés LRM, dont Jean-Baptiste Moreau qui était ici à l'instant. Présent sur ce plateau. Ils se sont un petit peu disputés, et pour mettre fin à la conversation, Michel-Édouard Leclerc a sorti un tweet bien aiguisé. Je laisse tomber. Après tout, c'est vous qui devrez l'assumer auprès des consommateurs. C'est un peu une sortie à la Ponce Pilate. Oui, en clair, il parle d'une sanction sans doute par le vote. On parlait de sujets européens, le vote des élections européennes le 26 mai prochain. Merci beaucoup Thomas Goussard, rédacteur en chef adjoint à CNews, notre expert en réseaux sociaux et traqueur de fausses informations. On est ensemble encore pendant 1 heure. Restez sur CNews. Tout de suite, un nouveau journal avec Anthony Favali. Et puis, ça se dispute après. À tout de suite.